moi-même ayant un parcours famille rurale, puisque je suis de la fédération du Nord-Pas-de-Calais, dont je vois quelques-uns de mes fervents supporters, et je suis content de vous voir ici. Alors mon objectif sur cette table ronde, c'est vous rendre compte que travailler, c'est facile de trouver un boulot, simplement si on a les clés. Et enfin, vous donner la parole sur les freins et les leviers. À votre avis, quels sont les freins, quels sont les leviers qui permettent ou pas de travailler pour ceci? Alors, on va présenter ce travail en 3 temps. La première, c'est la formation, avec M. Cheval et M. Guano qui vont nous expliquer un petit peu le socle des MFR, et puis parce que moi j'avais plein de clichés avec les MFR, même si on est partenaire national. Pour moi les MFR, c'est comme famille rurale, hein, c'est comme la pièce de théâtre. Il faut y mettre des bottes forcément quand on travaille à famille rurale. Quand on a un véhicule de fonction, il faut une carte à l'éléphant bleu pour laver sa voiture parce qu'on est toujours en campagne. Ben non, pas forcément. Et puis en plus, ça reste que des métiers où on travaille à la ferme. Ben, vous allez voir que non, pas tout à fait. Pour l'économie sociale et solidaire, Madame Cassin et Monsieur Mougel vont nous expliquer ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Alors pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est s'occuper des gens en difficulté, évidemment. Et puis l'entreprise, Monsieur Moreau, Monsieur Chouteau, Monsieur Perroin vont nous expliquer aussi leur patte d'entreprise. Pour moi, l'entreprise, c'est les gens qui s'en mettent plein les poches, évidemment, c'est très connu. Donc ils vont nous expliquer un petit peu tout ça. Alors, tout d'abord, les maisons familiales et rurales. Qu'est-ce que c'est, Monsieur Cheval? Alors ce sont des maisons familiales, donc des familles, rurales, donc installées dans la ruralité, hein, avec ces 3 termes. C'est déjà un mouvement, alors je dis c'est un mouvement familial. Pour le refaire très simplement et rapidement, puisque là on est dans famille rurale, dans ce tissu, il faut imaginer, et en plus ça se passe encore aujourd'hui partout dans le monde. Cet été, j'étais, parce que je suis administrateur international, donc j'étais au Honduras, Guatemala, et on retrouve, l'histoire se recommence encore tous les jours. Dès lors que des parents, des familles veulent prendre en charge, ou sont obligés dans certains pays, de prendre en charge la formation de leurs jeunes ruraux, eh bien, voilà, ils s'assument. Eh bien, en maison familiale, en France, dans les années 30, déjà dans tout ce qui était le développement de la formation et des besoins dans les territoires ruraux, initiative 5 par an, voilà, et pour que leurs jeunes restent à la ferme, il faut imaginer, les premiers jeunes partaient, ils se formaient à l'agriculture, mais ils quittaient leur exploitation, en disant, les parents, on veut les mêmes former, mais on veut qu'ils restent à la maison. Donc ils vont un peu se former, et puis aussi travailler sur l'exploitation. L'alternance est née. Et puis ça a démarré très vite en France, très vite dans le monde. Aujourd'hui, c'est 410 établissements de formation, associations. Mais je l'ai dit, c'est donc des associations gérées par les parents et qui sont au ministère de l'Agriculture pour l'essentiel et qui font des formations en alternance. On est le seul mouvement à pouvoir faire de la formation en alternance, scolarité. Hein, parce que Denis le dira tout à l'heure, il y a aussi en alternance les contrats d'apprentissage, il y a aussi les contrats de professionnalisation, mais scolaire, donc les maisons familiales. Aujourd'hui, enseignement agricole en France, 175 000 jeunes, vous divisez par 3 entre l'enseignement public, l'enseignement, on va dire catholique, et les maisons familiales. Donc voilà, c'est ça les maisons familiales, c'est des associations de terrain, de proximité, dans le milieu rural. Maintenant, vous l'évoquiez tout à l'heure, j'ai parlé d'agriculture, c'est plus que ça. Progressivement, et c'est né d'ailleurs en Vendée. Dans les années 60, quand l'enseignement agricole s'est structuré, dans les maisons familiales ici, il y avait aussi l'artisan qui avait dit tiens, c'est pas mal comme formule, est-ce que je peux former aussi mon fils quoi. Donc il y a eu la branche agricole et puis ce qu'on a appelé les maisons de métier qui ont donné naissance à l'apprentissage. Aujourd'hui en maison familiale, c'est 15 000 jeunes en apprentissage. Et puis c'est 50 000 jeunes en enseignement agricole. Les métiers, 18 secteurs professionnels, 350 titres, diplômes, qualifications. J'ai souvent l'habitude de dire, voilà, ça va d'agriculteur à huîtrier, perlier en Polynésie et à maintenance aéronautique sur avion à Cruzeil en Haute-Savoie. Je ne sais pas comment l'avion a atterri là-bas, mais des passionnés. Donc aujourd'hui, voilà, c'est cette amplitude-là des métiers ruraux, donc pas agricoles, ruraux, et puis sur l'ensemble du territoire, de la 4e à licence. Donc voilà, c'est ça les maisons familiales, mais ce qui est important, zone rurale, proximité, gérée par les familles. Donc vous voyez, notre proximité avec famille rurale, elle est toute seule. Oui, elle coule de sens, en effet. Alors, vous voyez, en fait, les maisons familiales et rurales n'ont pas vocation forcément
à devenir des jeunes qui se forment à être agriculteurs. C'est pas seulement ça. On parle d'aéronautique, demain on parlera sûrement de nouvelles technologies, et j'imagine que dans le cursus, il y a aussi ça, parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'avenir, en fait. La génération Y s'oriente évidemment sur les nouvelles technologies. J'en profite parce que moi je suis venu avec un jeune qui n'a pas décroché son téléphone de la voiture jusqu'ici. Voilà, c'est ça, demain l'avenir se joue sur les plateformes numériques. On sait que c'est hyper important. Donc les maisons familiales sont des alternatives à l'apprentissage classique, j'ai envie de dire, c'est bien ça. Géré par les familles, demain géré par les jeunes qui sont passés dans les MFR. Un esprit quand même assez différent de ce que j'ai vécu moi en lycée et en fac. Parce que justement il y a une chaleur que je n'ai pas retrouvée. Alors n'ayez pas d'esprit mal tourné. Quand je parle de chaleur, c'est que j'ai eu l'occasion moi d'animer des veillées le soir pour les MFR, et j'ai passé des moments vraiment délicieux. Donc c'est vraiment un esprit de corps assez intéressant qui me fait penser un petit peu aux compagnons où en fait on est dans des maisons, on apprend un métier d'une manière très professionnelle et en plus on se fait les meilleurs amis du monde et ensuite on va faire son expérience professionnelle. C'est un peu ça, Monsieur Cheval? Oui, mais l'alternance, alors on pourrait dire c'est des alternances de situation, c'est des alternances de moments. J'ai dit c'est les familles, mais les familles pour atteindre l'objectif de formation de leurs jeunes, elles s'entourent de deux autres personnes importantes. Donc dans cette triangulation, il y a le jeune au milieu, et ces deux autres personnes, c'est qui? C'est une équipe pédagogique. On dit voilà, on veut former nos jeunes, tel et tel métier, et il y a un directeur, il y a son équipe, et puis il y a le maître d'apprentissage ou le maître de stage. Et ces gens sont en étroite relation en permanence, donc ce qui fait que l'équipe pédagogique, elle, c'est une des fonctions essentielles du formateur. On dit moniteur chez nous, parce que dans le langage courant, c'est plus formateur qui sort aujourd'hui, mais c'est moniteur parce que dans la définition, c'est celui qui est, c'est pas celui qui forme, c'est celui qui donne les moyens de se former. Donc il fait ce lien-là. Et puis c'est également, effectivement, mais c'est beaucoup dans l'enseignement agricole, c'est également donc une vie résidentielle, ce qu'on appelait autrefois l'internat, donc c'est vivre sur place. Et on s'appuie beaucoup sur cette approche de la vie en collectivité où on rend service à l'autre, on épaule et on prend en charge les services de la vie comme c'est à la maison, c'est la maison familiale. Donc les maisons familiales ont grossi, c'est parfois géré un peu différemment, mais l'esprit reste de ce qu'on appelait les services. On a pu appeler, quand on les aime pas, on appelle ça les corvées, mais les services, et puis effectivement cette vie ensemble, l'éveiller. Donc c'est aussi un lieu de vie, et où, je serais tenté de dire, c'est d'abord un lieu de vie humaine. Les maisons familiales, on a parlé de métier, on a commencé par ça, mais c'est d'abord ce que des parents veulent, c'est accompagner ces jeunes, accompagner une réussite, accompagner un homme, une femme pour demain. Vous le disiez, le slogan c'est réussir autrement. Moi j'ai souvent l'habitude de dire réussir on pourrait l'enlever. Je ne connais pas de parents, je ne connais pas d'enseignants, quel que soit le système d'enseignement, qui n'ait pas envie de faire réussir le jeune. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est autrement. On le verra tout à l'heure, Denis le dira indirectement ou directement, c'est à un moment donné, voilà, je suis dans un circuit, allez, j'ai envie de m'y prendre autrement. Et donc cet autrement, c'est aussi la vie ensemble, c'est cette dimension. Alors Denis, justement, comment on rentre dans une MFR? Tu n'aurais pas voulu faire HEC ou un truc qui est un peu plus de... on se dit, ça serait bien ça, HEC. On sort de là, on est sûr d'être soit Michael Young ou soit directeur d'une grande entreprise. Pourquoi tu as choisi la MFR, Denis? Moi en fait au début j'ai fait un peu comme tout le monde. Troisième, on ne sait pas quoi faire, on continue les études, une seconde, vous n'avez toujours pas trop d'idées de métier de ce que vous voulez faire. Les profs vous envoient faire une première S, que c'est celle qui touche le moins de portes. Et c'est là que moi je me suis rendu compte que l'école, la théorie, tout ça, rien de concret, ça ne me disait plus rien du tout. Donc j'ai commencé pendant les vacances scolaires, je travaillais chez le maçon de ma commune en fait, pour me faire un petit peu d'argent, tout ça. Et puis le métier m'a plu, et lui il savait que l'école, j'avais plus envie d'y retourner, je voulais plus y retourner après ma première S, et il m'a proposé de partir en alternance, faire un BEP en alternance. Et là moi je connaissais pas du tout, mes parents non plus, donc un peu l'inconnu. Et là il m'a dirigé vers la maison familiale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors Denis, tu pars sur une première S et tu files en BEP, mais c'est pas la loose ça un peu?
Là, j'ai eu pas mal de, comment dire, de réflexions, même les copains, les parents, c'est mes parents, mais j'avais un grand frère et une grande sœur qui ont fait des études supérieures. Pour eux, pas passer le bac, c'est une catastrophe nationale. Et donc là, c'était un petit peu compliqué. Mais quand après, ils ont compris que c'était vraiment ce qui m'intéressait et que le profil général, quand on ne sait pas où on va à l'école pour aller à l'école, c'est pas motivant. Et donc quand ils ont compris que ce que je faisais, ça allait me plaire et que ça allait me motiver, ça a tout de suite marché. Alors qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui, Denis? Donc donc j'ai fait mes 2 ans de BEP. Après mes 2 ans de BEP, j'ai proposé à mon patron de continuer en bac, parce que je voulais aussi voir, pas que le chantier, mais voir un petit peu comment ça se passait, la préparation des chantiers, les devis, les plans dans le bureau. Donc j'ai fait 2 ans de bac aussi à la maison familiale. Donc là, j'étais plus en apprentissage, j'étais en contrat de professionnalisation. Donc j'ai fait 2 ans. Et après mes 2 ans, j'étais toujours aussi emballé, je voyais pas le temps passer. Et donc j'ai voulu faire un BTS. Et là, la structure où j'étais n'était pas assez grande, suffisamment grande pour m'accueillir tout le temps dans le bureau pour faire les plans, les devis. Donc là, j'ai dû chercher une autre entreprise. Et c'est là aussi qu'on voit que la maison familiale soutient ces jeunes, parce que c'est elle qui m'a trouvé une entreprise pour faire mon BTS. Donc là, en ce moment, j'ai fini ma première année de BTS économie de la construction. D'accord. Pour demain, devenir chef d'entreprise? Demain, devenir maîtreur, deviseur, économiste, travailler dans les bureaux d'études. Chef d'entreprise, personnellement, c'est pas mon but, mais je sais que dans ma classe, oui, il y en a qui font ça pour reprendre l'entreprise familiale. Denis, est-ce que tu penses qu'il y a de l'avenir après les études que tu fais? Comment tu te sens là aujourd'hui? Est-ce que tu es heureux déjà? Là, oui, enfin, c'est... moi, je trouve que quand on voit déjà pas le temps passer, quand on travaille, on voit pas le temps passer, c'est déjà une bonne chose. Et quand une entreprise prend un jeune en alternance, il nous parle toujours de l'après-alternance. Mon patron, par exemple, ne me parle jamais de ce que je vais faire dans 2-3 semaines, il me parle toujours de l'avenir dans 2 ans, 3 ans, alors que mon contrat s'arrête dans 1 an. Donc ça, c'est aussi super motivant d'avoir, au jour d'aujourd'hui, d'avoir la sûreté de voir 2 ou 3 ans devant soi, encore même plus. Ça, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est super important. Parfait, Denis, parfait, bravo. Je pense que c'est une expérience intéressante. Le parcours n'est pas évident. Comment d'une filière classique on change d'orientation et puis comment on s'épanouit. C'est quand même ça l'essence de la vie, de trouver un boulot. Et ben voilà, c'est aussi le sens que se pose la vie, parce que la valeur travail est essentielle. Alors moi j'ai un témoignage assez spectaculaire qui rebondit après le tien et qui est une bonne continuité. C'est celui de David Chouteau. Alors David Chouteau, personnage assez incroyable, qui a commencé comme toi, par l'école. David, est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience? Alors, je me présente, David Chouteau, 35 ans. Donc j'ai commencé par des études traditionnelles. Ensuite, j'ai continué sur un BTS en hôtellerie-restauration. Et là, en fait, à partir de ce BTS, on travaille principalement sur des études de cas avec des entreprises virtuelles qu'on commence en BTS et jusqu'en master. En fait, c'est la même entreprise qu'on développe au niveau international. Donc on fait comme si, c'est ça? Si, voilà. On fait comme si. C'est que des projets. Alors nous, ce qu'on s'est dit un soir avec 7 copains de la classe, on s'est dit, au lieu de faire une étude de cas sur une entreprise virtuelle, on va créer notre propre entreprise. Et là, nous avons trouvé un petit restaurant sur Angers, 45 places, où nous avons investi donc tous les 7. À l'époque, c'était en francs, donc on avait déposé 50 000 francs pour créer cette entreprise. Donc on a eu pas mal de freins, les études de marché qu'on ne savait pas faire, étant donné qu'on avait 20 ans, on démarrait. Aller voir les banques, les experts comptables, etc. Et en fait, nos études ont permis, par le biais de notre étude de cas, donc de répondre à toutes les questions qu'on se posait. Donc du coup, à la fin de l'année, au lieu d'avoir une entreprise virtuelle qui marchait super bien en BTS, nous avions notre propre entreprise où nous déposions en fait notre synthèse, notre rapport de stage directement devant les professeurs qui étaient du coup très épatés
notre cursus. Alors en fait, on a appris à connaître les différentes subventions, savoir les aides qu'on pouvait avoir au niveau des banques, des CCI, des experts comptables. Nous avons appris à négocier également les taux d'intérêt, trouver des architectes, travailler avec des artisans, alors qu'on ne connaissait pas du tout ce domaine. Alors nous avions un objectif de 10 ans. On s'est dit on va se mettre 10 ans de notre vie à faire ce projet. Et au bout de 10 ans, donc, nous avons atteint 60 enseignes dans toute la France, car en 4e année, ce que nous apprenons, c'est à internationaliser notre entreprise. Donc étant donné qu'on était petit et jeune, on s'est dit au lieu de le faire au niveau international, on va le faire au niveau national, au niveau de la France. Et donc l'internationalisation pour nous, c'est passer au niveau national en France. Donc là, nous avons réussi au bout de 10 ans à avoir 60 enseignes. Donc il y avait des hôtels, des restaurants, des épiceries fines. Et nous avons terminé donc avec 500 collaborateurs, donc salariés, et 80 apprentis, donc que nous formions chaque année. Alors au bout de la 7e année, on s'est dit, on s'ennuie un petit peu à l'école, on va peut-être créer autre chose. Donc là, on a créé notre propre label de qualité au sein de nos 60 enseignes et notre propre centre de formation. Donc au début, on formait principalement les gérants des structures. Donc on formait les couples sur place, après on les envoyait sur le territoire où ils étaient implantés. Et après, on a formé nos propres stagiaires et nos propres employés en fait, au bout de la 7e et 8e année. Donc nous sommes partis comme ça avec une très très bonne équipe. Et ce qui a fait, je pense, notre force au niveau de tous ces collaborateurs, c'est que dès le départ, nous partions dans une optique de ne pas toucher de salaire pendant les 5 premières années, mais plutôt de favoriser donc les salariés, les collaborateurs, donc on reversait un pourcentage du chiffre d'affaires, et également nos fournisseurs. Donc tous les fournisseurs locaux en fait étaient partenaires de nos entreprises et recevaient donc un pourcentage de notre chiffre d'affaires. Et nous, on a donc rien touché les 5 premières années. On a continué nos écoles, etc. Et en fait, nos stages d'école, on était notre propre maître de stage, en fait, les uns les autres. Donc tous les 7, on tournait dans nos entreprises et moi j'étais le maître d'apprentissage de mon collègue et vice-versa. Alors ça nous a permis d'être connus sur les territoires. On a réussi à avoir les 3 premières années pas mal de trophées et de récompenses. On avait l'entreprise à citoyenne, sur l'économie locale, l'entreprise de l'année. On a également eu des trophées sur les jeunes créateurs et repreneurs d'entreprises. Car au début, on reprenait des entreprises, mais à la fin, du coup, on les créait nous-mêmes. On faisait directement nos créations. Donc voilà les grandes lignes de mon parcours. Donc nous avons vendu nos 60 enseignes à un grand groupe national il y a maintenant 2 ans. Et donc nous avons partagé tous les bénéfices. Maintenant, après, pendant 1 an et demi, on s'est tous mis au vert. Nous, on a fait le tour du monde, c'était notre rêve. Donc on s'est mis au vert pendant 1 an et demi. Et là, nous repartons sur d'autres projets à plus grande échelle avec d'autres collaborateurs. Voilà. Bon, c'est remarquable. C'est stupéfiant des parcours comme ça. Enfin, tu te rends compte, Denis, d'un BTS, là où ça peut mener. Mais là, apparemment, les vacances sont terminées, hein, David. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, voilà. Il est temps de s'y remettre. Les prochains projets, c'est quoi ? Donc c'est une création de complexe qui sera ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec donc un restaurant, bar lunch, garderie d'entreprise, spa et 2 ou 3 autres petites surprises qui vont ouvrir. Donc c'est des espaces de 3000 m² et tout sur un même site ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec des ambiances différentes au moment où on rentre dans la journée ou dans la nuit. Bon, eh bien, on sait où on va faire le prochain congrès famille rurale. Merci, David. Alors, pour ça, pour rebondir sur cette expérience merveilleuse, hein, qui est assez bluffante, hein, d'un terrain d'application de stage, d'un BTS, d'abord, on n'est pas très content, on trouve un organisme de formation qui nous va bien, on monte des terrains d'application et on les rend concrets, et puis ensuite, on peut sembler donner du sens à sa vie quand on arrive à la quarantaine, et j'en fais partie. On se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Et un jour je rencontre des entreprises et notamment des chargés de recrutement. Alexandra Perroin, vous êtes chargée de recrutement à la RTE. La RTE, c'est pas forcément EDF, vous allez expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que vous recrutez à la RTE et qu'est-ce qui vous plaît lors du recrutement chez les jeunes que vous recrutez ? Grande question. Alors pour présenter RTE, parce que c'est
pas forcément très connu du grand public. RTE, c'est Réseau de transport d'électricité, donc c'est une filiale d'EDF. Donc nous, on s'occupe de l'exploitation, de la maintenance et du développement des lignes haute et très haute tension. Voilà. C'est pour ça que vous connaissez plus EDF ou ERDF. Alors en termes de recrutement, donc moi je représente, en fait RTE est une entreprise nationale, hein, on est à peu près un peu moins de 8500 salariés, donc avec un découpage dans différentes régions, et moi je suis sur le recrutement au niveau RTE Ouest. Donc ça comprend 4 régions, Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes et la région Centre. Donc en termes de recrutement, je vais vous donner quelques chiffres parce que ça peut être aussi encourageant pour les jeunes, parce qu'on parle beaucoup de chômage, mais il y a aussi des entreprises qui recrutent, et heureusement. Donc en termes de recrutement direct, nous recrutons en moyenne 400 alternants. Alors là, je reviendrai sur le sujet parce que c'est quand même une voie très intéressante pour les jeunes et aussi pour les entreprises. On a un peu moins de 300 recrutements par an en moyenne sur des recrutements CDI, dont la moitié sont occupés par des jeunes. Et puis nous avons aussi l'accueil de stagiaires. Alors, les stages restent aussi une voie très intéressante pour découvrir l'entreprise. Au niveau des métiers, donc nous, notre cœur de métier est technique, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de recrutement sur tout ce qui touche l'exploitation du système électrique, la maintenance industrielle, mais on a aussi des métiers transverses comme la comptabilité, la gestion, le secrétariat, la communication, mais on va dire le plus gros de notre recrutement se fait quand même sur des métiers techniques. Alors au niveau des recrutements, c'est sûr qu'on va regarder en premier lieu les compétences techniques. On recrute du savoir-faire, mais également du savoir-être. Et c'est là où je vais un petit peu insister. RTE est aujourd'hui une entreprise où on peut y faire une carrière. Donc voilà, donc c'est pas négligeable. Toutes les entreprises, ne peuvent pas proposer quand même différents métiers, différents cursus de formation pour évoluer au sein d'une entreprise. Donc pour cela, en fait, lors d'un recrutement, moi c'est sûr qu'au niveau d'un candidat, je vais énormément regarder sa curiosité d'esprit, son engagement même vis-à-vis de l'entreprise. Alors je sais que c'est pas évident, j'ai vu à peu près la population, il y a des très très jeunes, donc certains vont peut-être un peu être éloignés de cette problématique, mais lorsque même vous arrivez en stage, ou même pour de l'alternance, même si c'est pas pour un CDI, c'est vrai que préparez bien votre entretien. On va regarder les mêmes éléments. Moi je sais que pour de l'alternance, c'est quand même un engagement qui peut aller de 1, 2, voire 3 ans, donc c'est pas négligeable, ça demande des ressources pour l'entreprise, donc c'est vrai que on va regarder toutes ces qualités-là, donc mettez en avant, vous n'avez peut-être pas d'expérience professionnelle, mais vous faites peut-être partie de milieux associatifs où vous réalisez vraiment beaucoup de choses, vous faites peut-être un peu de comptabilité sans le savoir, n'hésitez pas à valoriser ça, ça c'est des choses qui sont très, très regardées. Et puis après il y a des qualités aussi, alors il y a des choses qui nous étonnent, on en discutait lorsqu'on s'était entretenu au téléphone. Moi quand j'ai des jeunes en face de moi, je suis toujours surprise parce qu'on leur explique qui on est, parce que RTE c'est quand même pas une entreprise, c'est assez complexe au niveau du métier. On présente pas mal de choses et à chaque fois moi je me retrouve devant un jeune qui n'a pas forcément de bloc et un crayon et il ne prend aucune note. Et je me dis que c'est dommage parce que il y a beaucoup de choses qui vont enregistrer, il y a des choses qui vont un peu sortir de son esprit. Et c'est là que c'est bien parce que ça peut être un échange, il peut rebondir sur des éléments que je lui ai communiqués. Donc ça c'est aussi un point important. Quand je disais que l'alternance c'est important, au niveau de RTE, on a pris des engagements au niveau de la formation de nos tuteurs. Aujourd'hui, on recrute un jeune, on veut également un tuteur formé. Donc pour ça, tous nos tuteurs se sont engagés, reçoivent une lettre de mission et ont des formations. Après, on parlait de génération X, Y. Alors ça, c'est vrai que ça fait sourire, mais c'est une problématique, si on peut appeler ça un problème, mais disons qu'il y a quand même des différences qui s'opèrent entre un jeune qui arrive dans l'entreprise. Alors, on peut partir de très très jeune, parce qu'on part effectivement sur des CAP, des BEP en alternance, jusqu'à des niveaux Bac plus 5, mais c'est vrai que les générations sont différentes. Et c'est normal, il faut le prendre en compte. Et c'est pour ça que je suis depuis 2 ans. Donc ça, c'est une action très récente. On organise en fait alors, on appelle ça des formations intergénérationnelles, mais je trouve que le terme un peu pompeux. Moi, je dirais plutôt des actions de sensibilisation pour nos tuteurs.
parce que faut comprendre pourquoi le jeune il pianote tout le temps sur son portable, pourquoi le jeune n'est pas peut-être aussi ouvert qu'il le souhaiterait. Enfin voilà, il y a des choses qui s'expliquent. Comme ça permet aussi de mieux comprendre certaines choses et puis de faciliter l'échange aussi entre ces deux générations. Voilà. Nous, on est au niveau des chiffres, au niveau de l'alternance, quand je vous disais, je vous affichais le nombre, on a une ambition pour 2015 d'accueillir à peu près 5% d'alternants. Donc ce sont à la fois des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Donc c'est 5% de notre masse salariale, donc c'est quand même assez conséquent. Voilà. Merci de ce témoignage. Alors, le bas de CV, ouais, c'est intéressant le bas de CV. Qu'est-ce que tu fais de plus que tes études, Denis, tiens, qu'est-ce que tu fais de plus que tes études, toi? T'as quoi dans le bas de CV? Football, lecture, randonnée, ski? Football, je suis éducateur de football. Donc j'ai passé 2 diplômes pour m'occuper des jeunes. Je suis aussi président d'un foyer de jeunes. Je sais qu'on est famille rurale, mais nous on est vraiment indépendants dans notre foyer des jeunes. On n'est pas du tout. Pour l'instant. On le restera. Oui, je sais qu'on est souvent sollicité, mais on le restera. Et voilà, c'est déjà, ça me prend déjà pas mal de temps. Parfait. David, qu'est-ce que vous faites après les études? Tu savais quoi dans le bas de CV? Même si vous n'avez pas été recruté, vous avez fait votre job vous-même, mais vous êtes engagé par ailleurs? Au niveau associatif? Ah bah oui, c'est important. Au niveau associatif, administrateur national de la Jeune Chambre économique française, je fais partie du Lions Club. Donc je fais partie du cabinet du gouverneur du district ouest, donc Pays de Loire-Bretagne. Je fais également partie de différentes associations donc de commerçants où j'ai partout les postes dans les bureaux et également sur la sauvegarde du patrimoine angevin et nantais où je fais partie de la sauvegarde du patrimoine historique. Faut dormir, vous dormez? Je dors 3-4 heures par nuit. Donc 3 quarts d'heure, bah, ça va, les grands hommes dorment peu. Est-ce qu'il y a des jeunes de moins de 30 ans ici qui sont à la recherche d'un boulot dans la salle? Il y en a un là-bas, alors je vais me diriger vers lui. Comment s'appelle-t-il notre individu? Je vais essayer de pas faire de bêtises avec le micro, c'est bon? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Arnaud. Alors Arnaud, tu cherches dans quoi? Dans l'environnement. Dans l'environnement. T'as fini tes études? Oui. Alors qu'est-ce qui te bloque à trouver un boulot aujourd'hui? Pourquoi tu es ici au lieu de chercher un boulot? Alors, si je suis ici, c'est déjà parce que je suis salarié chez Famille Rurale de temps en temps. Je suis formateur BAFA en fait, donc j'ai profité de l'occasion pour participer à l'événement aussi, pour venir voir ce qui se faisait. Et sinon, si je suis ici, pourquoi je trouve pas de boulot? Tout simplement parce que j'ai pas réussi à attirer l'attention des potentiels recruteurs. Qu'est-ce que tu fais de plus qu'être formateur BAFA? Qu'est-ce qu'il y a en bas de ton CV? Déjà formateur BAFA en bas de mon CV, animateur BAFA aussi. C'est à peu près tout, sinon mes loisirs. Donc on a affaire à un jeune qui relate ses expériences professionnelles, j'allais dire c'est bien, Bac plus 5, oui évidemment, mais c'est le bas de CV qui compte, on l'a dit tout à l'heure. Du coup, j'ai oublié ton prénom, Arnaud, moi je te propose par exemple de prendre en charge la présidence d'une association. Famille rurale, pourquoi pas, c'est une bonne opportunité. C'est comme ça qu'on prend des responsabilités. C'est comme ça que quand on est jeune, on arrive à se dire, mais vous savez, monsieur le recruteur, la différence entre lui et moi, c'est que moi je prends des responsabilités et je m'engage dans la vraie vie. C'est ça qui va faire la différence avec vous. C'est vraiment là, la clé de voûte, Madame Perroin l'a dit, c'est ça qui va faire que vous allez changer de cadre. Alors tout le monde n'a pas, alors moi j'ai des clichés, vous savez, plein. Tout le monde n'a pas la possibilité de devenir président de famille rurale ou formateur BAFA. En l'occurrence, je me dis, j'ai pas trop le niveau, moi je comprends pas trop. Comment on peut, à ce moment-là, s'impliquer dans la vie si on a des difficultés, des faillances? Est-ce que l'insertion dans des entreprises comme les vôtres, Madame Perroin, pour des gens qui n'ont pas fait forcément beaucoup d'études, ou qui sont accidentés de la vie, en situation de handicap, qu'ils soient moteurs ou intellectuels, est-ce qu'on peut travailler chez vous? Alors oui, alors c'est sûr qu'en termes de recrutement, lorsqu'on rentre dans l'entreprise, notre cœur de métier est technique, comme je vous l'expliquais, donc on demande quand même un bagage technique à minima. Alors effectivement, on parlait de diversité, on parlait d'intégration des personnes en situation de handicap, ça c'est des choses...
actuellement, RTE a signé différents accords qui touchent également l'égalité homme-femme, parce que ça c'est aussi une problématique côté RTE, parce qu'effectivement les métiers techniques à ce jour intéressent peut-être plus les garçons que les filles. C'est sûr qu'en école d'ingénieur, on a du mal à recruter des filles. Donc par rapport aux accidents de la vie, bah oui, faut pas le nier, et ça c'est valable pour toutes les entreprises. Des salariés qui arrivent effectivement entre guillemets en bonne santé chez nous peuvent avoir un moment dans leur cursus, dans leur vie de tous les jours, des accidents. Et nous avons signé, donc on a re-signé, parce qu'il existait différents accords avant celui-ci, mais en 2012, le dernier, on a mis en place différentes actions donc pour l'intégration des personnes en situation de handicap. Alors par contre, on est conscient, c'est vrai que la plupart des personnes, ça c'est aussi des statistiques qui nous ont été remontées et qu'on remonte beaucoup aussi à nos employeurs, parce qu'ils ont aussi il y a des messages aussi à faire passer. Les personnes en situation de handicap ont cette difficulté, c'est qu'ils ont arrêté soit très très tôt leurs études parce que le handicap est venu très vite, et auquel cas c'est sûr qu'ils n'ont pas forcément le diplôme, le niveau de diplôme en tout cas sur lequel nous recrutons habituellement. Donc l'idée c'est que on essaye aussi par la voie de l'alternance de les aider, de les accompagner. On a différentes aides dans ce sens-là. C'est pour ça qu'aussi on forme des tuteurs. On forme des tuteurs aussi à cette notion de handicap, voilà, pour qu'ils soient plus à l'aise aussi sur le sujet. Oui, c'est possible, effectivement. On recrute aussi des niveaux bac, parce que là, nous, notre niveau, on est beaucoup plus sur des niveaux bac plus 2 et bac plus 5. Mais par l'intermédiaire de l'alternance, c'est vrai que des personnes qui ont un plus petit, il n'y a pas de dévalorisation quelconque, parce que des personnes qui sont effectivement en haut des lignes, parce que nous, ce qu'on appelle les lignards, c'est ceux que vous voyez sur les lignes haute et haute tension, n'ont pas forcément de gros diplômes, mais ils ont su évoluer dans l'entreprise. Voilà, ils ont démarré avec un bagage technique, ils sont venus chez nous, ils ont su évoluer. Et puis il y a aussi de la formation interne, parce que c'est vrai qu'on part toujours avec un niveau, on vous demande un BTS, mais sachez que voilà, vous pouvez aussi évoluer dans des grandes entreprises par le biais de la formation. Moi-même, j'ai changé déjà de métier 3 fois. Donc c'est aussi très intéressant, et je pense que pour des jeunes, c'est aussi des choses qu'ils regardent aussi avant de rentrer dans une entreprise, pour pouvoir évoluer. Alors j'ai oublié le nom de notre jeune là-bas, excuse-moi. Arnaud, pardon, oui, j'ai pas beaucoup de mémoire, je fais ce que je peux. Alors Arnaud est titulaire d'un bac plus 5 dans l'environnement, j'en sais pas plus sur lui, il n'est pas encore président famille rurale, mais il va s'y mettre dès lundi d'ailleurs, et il va prendre contact avec sa fédération, et j'en suis ravi. La branche jeune, voilà, il fait des formations BAFA, on est un jeune motivé. On a en face de nous 2 recruteurs quand même. On a Joël Moreau, à qui je vais laisser la parole, qui est directeur de l'emploi et de la communication RH. On vient d'entendre Alexandra Perrouin. On va les mettre un petit peu au défi quand même. Je suis sûr que l'environnement, ça parle à des entreprises. Évidemment, le réchauffement climatique, les objectifs du millénaire de l'ONU, enfin autant de contraintes qui font que les entreprises doivent s'y mettre. Alors, Joël Moreau, vous représentez La Poste, vous embauchez 5000 personnes en contrat à durée indéterminée, et vous corrigerez si je dis, par an, 3500, 4500 formés en alternance. Donc c'est pas ce qui nous intéresse pour Arnaud. Bon. Des stagiaires, 5 à 6 000 stagiaires par an. On parle d'égalité des chances, d'emploi d'avenir. Alors, pour moi, La Poste, moi qui suis ch'ti, c'est le facteur. Je sais, Danny Boone a fait un super film sur ce sujet. Est-ce qu'un profil comme Arnaud vous intéresse? Et c'est quoi chargé de recrutement ou DRH à La Poste? Rappelez-moi un petit peu ce que fait La Poste, monsieur Moreau. Oui, alors depuis tout à l'heure, on parle un petit peu des entreprises et de l'emploi, et l'emploi, particulièrement l'emploi des jeunes. Alors quel est le rôle des entreprises? C'est de contribuer au développement économique, évidemment, de notre société. La Poste, elle est aujourd'hui présente sur 4 secteurs d'activité, et le secteur traditionnel du courrier. Le colis, au niveau européen, on est le 2e opérateur colis, monocolis en Europe. On est aussi une banque, la banque postale, mais aussi un réseau de bureaux de poste très présent en France. Mais c'est pas que ça une entreprise. Une entreprise, c'est aussi un acteur qui, au-delà de sa contribution au développement économique, il doit apporter quelque chose à la société, il doit apporter quelque chose au développement des territoires, il doit apporter quelque chose à créer du lien social. La Poste a une place un peu particulière puisque nous avons
plusieurs missions de service public qui vont dans ce sens-là. On assure, vous le savez, le service universel du courrier. On est présent en matière de transport de presse. On contribue à l'aménagement du territoire. On a quand même 17 000 points de contact aujourd'hui en France. Toujours. Il y en avait 17 000 en 1900. Il y en a 17 000 aujourd'hui. Toujours. Et puis, nous avons une mission plus récente qui est d'assurer l'accessibilité bancaire au plus grand nombre. C'est-à-dire, on a créé une banque, mais cette banque, évidemment, elle a un cahier des charges particulier. Elle doit être au service du plus grand nombre, notamment de ceux qui ont des moyens financiers qui ne sont pas ceux qui sont accueillis largement dans d'autres réseaux bancaires. Donc vous voyez, une entreprise peut être un acteur du développement économique, M. Chuteau a montré, elle peut aussi créer du lien social et contribuer au développement de la société. Mais une entreprise, c'est aussi un employeur. Et de ce côté-là, alors je vais corriger quelques chiffres, la Poste, elle a recruté l'an dernier à peu près 5000 personnes en CDI, mais sur sa maison mère. Le groupe, nous avons recruté 9660 personnes, donc près de 10 000 personnes en CDI. Nous avons signé plus de 5000 contrats d'alternance et nous avons accueilli plus de 8000 jeunes dans un stage conventionné, c'est-à-dire un stage qui est nécessaire à leur scolarité. Donc on voit que l'entreprise, c'est un acteur qui fournit de l'emploi, mais c'est aussi un acteur qui doit préparer à l'emploi. Hein, comme disait Madame à l'instant, l'entreprise, elle doit aussi former ceux qui demain seront des collaborateurs en leur permettant et en finançant, parce que l'alternance, l'entreprise finance, elle paye un salaire. Quand elle reçoit des stagiaires, elle doit leur donner des moyens et elle doit leur donner des tuteurs. Mais ça, c'est un acte qui est gratuit. On prépare, on développe les compétences de jeunes et qui peut-être demain seront nos collaborateurs, mais seront assurément, plus certainement d'ailleurs, souvent les collaborateurs d'autres entreprises. Mais néanmoins, c'est notre responsabilité de faire cela. Voilà, donc ça c'est un rôle fort de l'entreprise. Est-ce que dans les différents métiers de la Poste, je le sais parce qu'on a fait l'état des lieux ensemble, hein, on parle d'ingénieur, on parle d'intelligence économique, on parle de facteur, on parle de banquier, on parle de conseiller, on parle de technicien. Est-ce qu'il y a des métiers autour de l'environnement? Là, on a un profil, à mon avis, intéressant, 10 000 emplois. Est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux? Est-ce qu'un profil comme ça intéresse le groupe La Poste? Alors, si vous allez sur le site laposterecrute.fr, vous allez voir aujourd'hui, là, tout de suite, il doit y avoir, on doit chercher plus de 1100 personnes. Hein, on cherche là, tout de suite, on a besoin de plus de 1100 personnes. Il y a tous les profils. Alors il y a les profils habituels, hein, ceux qui vous sont très connus, le facteur, l'agent d'accueil en bureau de poste, le conseiller financier, l'opérateur colis. Mais il y a aussi des profils très experts. Hein. Là, à l'heure actuelle, nous cherchons plusieurs médecins du travail. Donc médecin du travail, c'est Bac+7 et au-delà, parce qu'en fait, une fois qu'on est médecin, on doit développer une compétence particulière pour être médecin du travail. On est plutôt face à des personnes qui sont Bac+8, 9 ou 10. On cherche un expert dans les domaines des politiques tarifaires, on cherche des conseillers spécialisés en patrimoine. Alors, aujourd'hui, là, tout de suite, nous ne cherchons pas de Bac+5 dans le domaine de l'environnement. Nous avons aujourd'hui beaucoup de choses que nous développons dans le domaine de l'environnement. Vous savez que nous sommes la première flotte automobile électrique en Europe, hein, aujourd'hui. Hein. Nous avons été pilotes pour le cahier des charges qui a permis de créer le segment du véhicule électrique en France, puisque pour que ce segment se crée, il faut qu'il y ait des gros donneurs d'ordre qui soient capables de dire, eh bien moi, l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je vous assure à vous industriels que je vais acheter tant de milliers de véhicules, de façon à ce que l'industriel, lui, puisse supporter les coûts de recherche-développement et puis les coûts d'industrialisation de ces véhicules. Mais nous avons aussi, dans le domaine de l'environnement, évidemment, aujourd'hui, nous sommes un des premiers parcs immobiliers de France, hein, et sur ce parc immobilier-là, nous cherchons à avoir un comportement beaucoup plus responsable de consommation énergétique et nous développons, évidemment, nous restructurons nos établissements et nous y développons, par exemple sur les toitures de nos centres de production les plus importants, et bien de la génération d'électricité sur la base du voltaïque. Voilà, donc on cherche évidemment à s'inscrire dans ce mouvement parce que ça correspond à des valeurs qui sont très proches des valeurs sociales que nous portons, hein, bien sûr.
Merci de votre témoignage. Bon, j'ai essayé, hein. On ne dira pas que j'ai pas essayé. J'ai pas tenté la RTE. L'environnement, ça vous parle, la RTE, le réchauffement climatique? Nous, ça nous parle, nous les jeunes, et encore plus les jeunes de familles rurales. RTE, oui, bien sûr, ça parle, parce qu'effectivement, nous, on est aujourd'hui, donc nous, on travaille sur le réseau haute et très haute tension. On est aussi sur les énergies renouvelables, donc ça parle également à tout le monde. Donc c'est un grand et vaste projet. Donc on a déjà commencé, il y a déjà des projets en cours. Donc on est sur l'éolien, offshore, souterrain, des lignes aériennes, des lignes souterraines. Pas mal de projets qui se montent. On travaille beaucoup avec des écoles également sur différents projets. Donc l'environnement, désolé Nicolas, je ne connais pas exactement votre CV, parce qu'après il y a des spécificités, il y a des options. Arnaud, je vais l'appeler. Je sais pas comment je Décidément, on n'y l'appelle. arrivera pas. Le nom qui me passe par Arnaud. J'ai voilà, enregistré, ça y est. Excuse-moi, Arnaud. Donc moi c'est vrai qu'après, bon, c'est pareil, beaucoup de jeunes en fait sont un peu frustrés, parce que moi je participe à différents forums d'emploi, et la plupart du temps on ne récupère plus vos CV. Voilà. Alors ne vous sentez pas frustrés, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'aujourd'hui il y a quand même un volume très conséquent, et il y a beaucoup notre processus recrutement a un petit peu évolué, et on passe beaucoup par le site. Alors les jeunes, c'est vrai que si on leur dit vous allez déposer votre candidature spontanée sur notre site, en général, je sens un peu voilà, le visage un peu se refroidir en disant c'est bon, voilà, c'est va être perdu parmi tant d'autres. Non, nous c'est vraiment un outil de travail, donc c'est pour ça qu'on invite vraiment tout le monde, tous les jeunes que je peux rencontrer, à déposer votre CV. Donc ne vous sentez pas découragé si vous entendez ce type de discours des employeurs, parce que les grosses entreprises, donc je ne sais pas au niveau de la Poste, mais je pense qu'on fonctionne à peu près de la même façon. Donc n'hésitez pas à déposer. Et c'est pareil, à l'inverse, nous, on essaie de jouer le jeu aussi, et c'est de mettre aussi nos postes à pourvoir sur le site. Donc on le fait énormément sur la période de l'alternance. Alors c'est pareil, ça, l'alternance, je reçois beaucoup de CV de jeunes à ce jour, j'en ai reçu encore hier, pour des postes à pourvoir au mois de septembre. Donc là c'est un peu tard, c'est pareil, je vous donne le conseil, c'est de vous positionner dès la rentrée, dès le premier trimestre, parce que là c'est là où vous aurez quand même beaucoup d'offres visibles sur les sites. Moi c'est vrai qu'à partir du moment où l'offre est pourvue, je la retire, voilà, parce que j'ai pas envie de recevoir aussi trop de candidatures après à gérer, mais voilà, n'hésitez pas à déposer, ça vaut le coup, on y répondra de toute façon. Ça peut prendre des fois un petit peu de temps, je vous l'accorde, mais on traitera toutes les demandes, voilà. Ce qui est rassurant, en réalité, parce que moi il y a longtemps que j'ai évincé la télévision de mon domicile, mais il y a des entreprises qui recherchent, il y a des jeunes qui réussissent et qui entreprennent, il y a des organismes de formation différents ou autrement que les autres et qui permettent à des jeunes de s'épanouir. Denis en a fait le témoignage, donc c'est plutôt rassurant quand même. Et puis il y a des jeunes qui n'ont pas encore d'expérience sur le CV d'engagement associatif et qui demain vont pouvoir en prendre des nouvelles. Et puis il y a aussi le secteur de l'économie sociale et solidaire. Alors ça c'est un gros mot que tout le monde ne connaît pas. Aussi Jean-Baptiste Mougel, qui est directeur du développement et des partenariats au CIDES. Le CIDES, c'est Quorum Initiative pour le développement de l'économie sociale et solidaire, va nous expliquer ce que l'ESS est, qui prend de l'ampleur, l'ESS, en tout cas qui s'affirme de plus en plus avec son moi qui devient de plus en plus connu. L'ESS, c'est quoi? C'est des entreprises pour des pauvres gens? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, tout d'abord, je vais répondre à ta question, mais je vais peut-être d'abord donner un conseil à Arnaud, puisque c'est quand même lui la star de la conférence. Arnaud, dans l'environnement, une grande partie de l'emploi, c'est dans l'économie sociale. Donc, je vais expliquer ce que c'est. Mais du coup, va vers l'économie sociale. Et par ailleurs, il y a un site internet que tu connais peut-être qui s'appelle TEE. C'est les offres d'emploi dans l'environnement, notamment dans les associations. Donc là, il y a quand même pas mal d'offres qui sont sur le site, quoi. Donc, l'économie sociale et solidaire, non, c'est pas, en tout cas, c'est pas une économie des pauvres. C'est une économie autrement, c'est le mot aussi qui est à la mode aujourd'hui. En gros, quand vous entendez parler d'une association, d'une mutuelle, d'une coopérative, d'une fondation, en réalité, c'est l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est les entreprises qui ont décidé de faire de l'économie autrement. C'est-à-dire pour une association, vous allez avoir des membres qui vont diriger l'association, qui ne vont pas être des actionnaires, donc qui vont pas mettre de l'argent, mais qui vont bénévolement s'engager pour faire vivre une association, pour porter un projet. Vous avez l'utilisation des bénéfices qui souvent restent dans l'association ou dans une mutuelle qui reste au profit des adhérents. Donc vous voyez bien, c'est un système entre guillemets économique qui est peut-être plus vertueux parce qu'il ne sert pas à nourrir des actionnaires ou des fonds de pension américains, mais qui sert à nourrir un projet. Donc après, dans l'économie sociale, il y a tout type de projet et il y a tout type d'économie. J'ai envie de dire, c'est du début de la vie
Jusqu'à la fin de votre vie, vous aurez affaire à l'économie sociale et solidaire. Le début de la vie, c'est il y a des hôpitaux qui sont des hôpitaux associatifs, c'est de l'économie sociale et solidaire. Les crèches, une grande partie des crèches, 8 crèches sur 10, c'est de l'économie sociale et solidaire. Quand vous vous réveillez le matin et que vous prenez votre café, si vous avez pris un café bio équitable, eh ben, vous prenez du café de l'économie sociale et solidaire. Si vous êtes au crédit coopératif ou à la caisse d'épargne, vous avez un compte en banque dans une banque de l'économie sociale et solidaire. Si vous êtes dans une mutuelle qui va vous protéger pour la complémentaire santé, vous êtes là aussi dans l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% de l'emploi, donc 2 millions de postes, 2 millions d'emplois, plusieurs millions de bénévoles, et ça rythme vraiment le quotidien de la société. Sans économie sociale et solidaire, finalement, on aurait une vie sans lien social, sans sport, sans activité éducative, sans activité dans les territoires. Voilà un périmètre qui est assez large. Et en termes d'emploi, finalement, on a quand même des gros bastions, et notamment pour la question des jeunes. Aujourd'hui, dans l'action sociale, donc c'est par exemple tout ce qui va être aide à domicile, mais tout ce qui va être aussi les postes d'infirmiers, tout ce qui va être aussi les animateurs sociaux, les éducateurs, tout ce qui va être travailler dans les associations qui travaillent dans le handicap. On va dire que l'emploi se situe dans l'économie sociale. 2 jeunes sur 3 qui travaillent dans l'action sociale travaillent dans une entreprise de l'économie sociale. Un jeune sur 3 qui travaille dans un métier du spectacle, de la culture ou dans une banque, travaille dans une entreprise de l'économie sociale. Un jeune sur 2 qui travaille dans une entreprise de l'éducation travaille dans l'économie sociale. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même toute une série d'entreprises, beaucoup d'emplois dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc ça recrute dans l'économie sociale et solidaire. Famille Rurale est un acteur de l'économie sociale et solidaire important avec ses un peu plus de 20 000 salariés, si je ne m'abuse. Ouais. Chez nous aussi, Arnaud, je ne me suis pas trompé, j'en suis fier, tu sais, tu ne peux pas savoir. On recrute, hein, moi dans Fédération du Pas-de-Calais, je donne l'opportunité aux jeunes de créer leur emploi. Hein. Ça veut dire que je les accompagne dans la rédaction de projets qui les intéressent, qui nous intéressent. Et le spectre de Famille Rurale est tellement large qu'on y trouve évidemment chaussure à son pied. On va chercher les financements ou le projet innovant qui va faire qu'on est bon. Et ensuite, une fois qu'on a levé les fonds, eh bien, on contractualise et on signe un contrat. Donc c'est un tremplin, Famille Rurale est un tremplin qui permet de créer son emploi, en tout cas dans le Pas-de-Calais. Ça permet aussi de s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire par les emplois d'avenir. Graziella, tu es de la fédération départementale de la Meuse. Les emplois d'avenir, enfin, tout à l'heure on en a passé, on va en parler très rapidement, on va en parler tout à l'heure avec M. Moreau. Quesaco, les contrats d'avenir, explique, les emplois d'avenir, qu'est-ce que c'est? Emploi d'avenir. L'emploi d'avenir, c'est un contrat qui est signé entre une entreprise, une association ou autre, avec un jeune, et qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans d'acquérir une expérience professionnelle, de faire un premier pas dans un métier. C'est un contrat qui est ouvert aux jeunes qui habitent en milieu rural. C'est une des conditions pour signer le contrat. Donc il faut avoir entre 16 et 25 ans, habiter dans un milieu rural, et il est aussi ouvert plus aux jeunes qui sont peu diplômés niveau CAP, BEP. Ça veut dire que mon ami Arnaud, il habite en zone rurale, il a bac plus 5. Je suis désolée, mais je pourrais pas lui signer un contrat d'avenir. On n'a pas de chance, Arnaud. On a essayé la RTE, on a essayé la Poste, on a essayé... Qu'est-ce qu'il va faire, Arnaud? Moi, je veux qu'il trouve un boulot. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas non plus... voilà, je sais, il n'y a pas son bas CV qui est encore bien... Vous trouvez. Enfin, en tout cas, tu peux venir dans le Pas-de-Calais, ça c'est sûr. Donc, voilà, contrat d'avenir, c'est ça. Alors, du coup, pour un employeur en face, ça veut dire quoi? On cherche... Enfin, moi, je recrute des personnes, et j'imagine que tout à l'heure, Madame Perron, elle a... Je recrute des personnes, pardon. J'ai plus de micro, excusez-moi. Je recrute des personnes, et du coup, ce que je cherche, c'est des compétences. Est-ce qu'on a des compétences dans les 16-25 ans qui peuvent intéresser la RTE, enfin la Poste apparemment, oui. Voilà, vous trouvez... Comment? Ah bah, si vous avez la réponse à la question, si vous trouvez les compétences dans ces 16-25 ans, qu'est-ce qui vous plaît dans le contrat d'avenir? Voilà. Eh bien, tout à l'heure, parce qu'on avait le cas d'Arnaud, on était plutôt dans les bacs plus 5, j'ai répondu sur des métiers très spécialisés, mais si vous allez sur notre site, vous allez voir que nous sommes un employeur qui est assez particulier, parce qu'en fait, on favorise l'insertion dans l'emploi, mais des jeunes qui sont pas nécessairement très diplômés, parce que nous avons beaucoup de métiers encore à la Poste
qui sont disponibles pour des jeunes qui sont peu diplômés, jeunes, que nous allons accompagner dans leur développement de compétences. Donc les emplois d'avenir qui sont centrés sur des jeunes qui ont des difficultés d'insertion dans l'emploi parce que justement ils n'ont pas les qualifications qu'ils pourraient valoriser, donc ils sont en recherche d'un emploi qui va leur permettre de développer cette qualification, d'acquérir un diplôme. L'emploi d'avenir, il est fait pour eux. Donc nous en prenons 1000 sur les 2 années 2013 et 2014, des jeunes qui sont absolument sans diplôme, la plupart du temps. Et comment on fait pour les trouver, ces jeunes-là ? Eh bien, il y a des méthodes qui existent. Nous, par exemple, nous prenons... nous avons un partenariat avec le Pôle emploi, tout simplement, et puis on utilise la méthode de recrutement par simulation de Pôle emploi, c'est-à-dire on prend des personnes qui sont sans diplôme, on les accueille, il y a quelques tests qui sont des tests, je dirais, basiques, lire, écrire, compter, classer, etc. Et puis après, il y a des tests qui sont liés aux compétences que l'on va devoir mettre en œuvre si, par exemple, on devient facteur. Et donc ces tests sont des tests collectifs dans lesquels on observe les attitudes, les comportements des personnes, sachant que ce qu'on recherche, c'est des comportements qui ont une analogie avec les compétences que l'on va développer ensuite. Ces jeunes, une fois qu'ils ont été sélectionnés, retenus, eh bien, ils vont passer 1 an avec nous, moitié en établissement, moitié en scolarité, par le biais d'une formation en apprentissage très classique, soit alternance, soit contrat de professionnalisation. Et ensuite, au plus tard, au bout d'1 année, s'ils ont réussi à acquérir la qualification, alors là, en l'occurrence, pour facteur, c'est un CAP, eh bien, on les embauche en CDI. Définitivement dans l'entreprise. Donc les 1000 qui sont programmés sur les 2 années sont 1000 jeunes. Alors ça peut aller jusqu'à 30 ans. Si on est travailleur handicapé, on a la possibilité jusqu'à 30 ans de nous rejoindre en emploi d'avenir. C'est la date de la signature du contrat qui compte. On peut avoir 31 ans à la sortie de la formation, ça c'est pas gênant. Et on est payé au SMIC pendant toute la durée des études, et puis ensuite on est payé au salaire de la fonction que l'on rejoint. Alors nous cherchons des facteurs, nous cherchons aussi en nombre moindre des chargés d'accueil en bureau de poste, nous cherchons aussi des employés de back-office pour la banque postale. Voilà, nous cherchons des opérateurs colis aussi bien sûr, et dans nos emplois d'avenir, nous accueillons évidemment toutes les personnes travailleurs handicapées parce que le pari que nous faisons, nous, c'est que tous nos emplois sont ouverts aux personnes travailleurs handicapées. Il y a un grand nombre de handicaps dans la vie et ces handicaps n'interdisent pas tous les métiers, loin de là. Il y a plein de métiers qu'on peut faire. Chacun avec son handicap, on peut accéder à tel ou tel métier. Et on devient handicapé dans la vie aussi, on le devient, on ne fait pas que naître. Et donc nous recrutons aussi beaucoup de personnes travailleurs handicapées. Mais alors là, c'est plus des emplois d'avenir parce qu'ils sont au-delà de 30 ans. Sur nos métiers aussi, bien sûr, on recrute à tout âge des personnes travailleurs handicapées. Merci infiniment. Alors, avant de terminer cette table ronde, parce que le temps s'écoule, je vous avais dit tout à l'heure que vous pouvez noter des questions. Je vous propose de les transmettre à Magali. Évidemment, un peu de poil à gratter, parce que moi j'ai toujours le sentiment de penser que les politiques qui sont à La Rochelle ne s'intéressent pas aux jeunes, puisqu'ils ne sont pas là, que les entreprises disent qu'il y a de l'emploi et pour autant il y a du chômage, et que les jeunes, les entreprises et aussi les associations de l'ESS ou les acteurs de l'ESS comme moi se disent « moi j'ai du boulot mais j'ai pas de jeunes en face ». Donc tout qu'on fait, ça ne convient pas. Donc posez les questions pour la gratter, parce que moi je suis toujours un éternel insatisfait. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Merci. Donc voilà, Magali est là, vous pouvez transmettre les papiers. Qu'est-ce qu'on fait à Famille Rurale, Graziella, ces emplois d'avenir ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans les associations chez toi ? En Meuse, il n'y en a qu'un, les emplois d'avenir. Mais sur toute la France, les emplois d'avenir à Famille Rurale, c'est souvent... Enfin, Famille Rurale, c'est large quand même au niveau des métiers, mais là, ça va être animateur, ou développer des compétences sur les territoires. Moi, je suis chargée de développer la compétence jeunesse, mais les emplois d'avenir peuvent servir à tout métier qu'on peut retrouver à Famille Rurale. Sur la formation professionnelle, du coup, Monsieur Cheval, comme vous avez dit tout à l'heure que c'est les familles qui dirigeaient les MFR, comme on a des jeunes qui demain vont entreprendre, réussir, vont venir chez vous,
est-ce que vos formations répondent bien aux besoins du territoire et aux besoins des jeunes? Ou comment on crée des nouveaux modules chez vous, des nouveaux cursus? Est-ce que c'est par des convictions de formateurs ou c'est parce que c'est un besoin de société? Les deux, quand en réalité on cherche les formations, mais je l'ai dit tout à l'heure, effectivement les familles, c'est aussi des gens qui travaillent, hein, c'est aussi des employeurs, c'est aussi des employés, et donc quand on est dans un bassin d'emploi, il peut y avoir des éléments qui remontent. Je disais, il n'y a pas de maison familiale, il n'y a pas de formation s'il n'y a pas des maîtres de stage, des maîtres d'apprentissage, puisque les 65 000 jeunes sont tous en alternance, donc ça fait aussi un panel, et donc lorsqu'on se retrouve sur un territoire, les maisons familiales sont nées de cette histoire territoire. J'ai dit tout à l'heure, les premiers parents étaient agriculteurs, militants de développement de leur zone, c'était Agen, dans le pruneau d'Agen, donc voilà, des militants ruralistes, et ça reste, et dès lors qu'il y a un besoin sur un territoire, ben voilà, ce besoin se retrouve, se focalise, il y a des discussions, et il peut y avoir des créations de métiers nouveaux, même si parfois, ces métiers peuvent surprendre. Dans ma carrière, j'ai été dirigé un centre du côté de Grenoble, sans formation supérieure surtout, et il y avait une demande dans le sud de l'Isère sur les métiers de l'extrusion, hein, donc technique du vide. Et donc avec des professionnels et les ACDIC à l'époque, on avait travaillé sur technicien du vide. Mais quand on a été voir la NPE a tapé les 2 codes ROM qui correspondaient à peu près au métier, puis dit bah non, il n'y a pas de métier, donc il n'y a pas de besoin. Donc on a eu énormément de mal, on a fait la formation quand même avec une qualification maison, mais énormément de mal. Voilà. Non, il y a de la créativité beaucoup aujourd'hui. Et puis dans les métiers, il y a de la demande, dans les métiers du service, il y a de la demande encore aujourd'hui énormément. Et puis dans certains métiers agricoles qui reviennent ou liés à l'agriculture, on disait tout à l'heure, on a fait beaucoup d'autres choses, mais il y en a qui reviennent. Aujourd'hui, il y a 7500 emplois qui manquent dans l'agroalimentaire, il y a un gros besoin et ça va se développer. Et puis tout ce qui est la maintenance, les métiers de la maintenance, alors là vous prenez la motoculture, l'agriculture, tout ce que vous voudrez, et c'est pas simplement de la mécanique, hein, parce qu'aujourd'hui l'électronique embarquée sur les véhicules gros par exemple en ce moment, les bateaux, c'est énorme, mais là, en France, il y a plus de 100 000 emplois. Donc, vous voyez, il y a encore de la place, et on l'a beaucoup évoqué, vous le disiez, et puis l'alternance. Je dirais, il y a différentes façons de se former, mais ce qui est important, c'est effectivement d'y mettre un petit peu le doigt. Mais je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion tout à l'heure, on parle d'orientation, on l'avait dit un peu tous les deux, on dit bon, à l'école on parle d'orientation, la nouvelle loi de refondation de l'école a beaucoup parlé de décrochage et autres. Moi j'ai 3 mots importants, et comme il y a beaucoup de jeunes ici, ce qui est important, c'est d'avoir conscience de la notion de rencontre. Denis l'a dit, j'ai rencontré un métier, j'ai rencontré un homme. Il l'a dit aussi d'une autre façon, il s'est rencontré lui. Hein, c'est aussi se connaître, avoir envie. Donc voilà, les maisons familiales, c'est aussi ça, c'est la pédagogie de la rencontre, c'est souvent le choix, un professionnel, c'est un maître de stage génial, c'est un hôte, c'est un oncle, c'est un voisin, c'est un copain. Cette pédagogie de la rencontre, se retrouver soi-même. Le deuxième élément, l'orientation, c'est essayer. Donc ouais, on retrouve bien l'alternance, hein, c'est essayer, goûter, tâter un petit peu. Mais je mets un autre mot derrière ce mot essayer, c'est surtout, je vous le disais, pour moi ce qui est important, c'est la confiance. La confiance qu'on donne à un jeune, la confiance que l'entrepreneur a donnée à Denis, la confiance qu'ils ont reçue, puisqu'ils ont dérogé à un parcours de formation et qu'ils se sont octroyés. Et je pense que tout le cursus fait, si vous deviez le résumer, le nombre de gens qui ont parié sur vous après vous, hein, après les 7 leaders. Mais voilà, cette notion de confiance, pour moi, c'est l'adulte qui dit, c'est la main dans le dos. Allez, t'as envie, vas-y, essaye. Donc le premier mot, rencontre. Le deuxième, très fort, la confiance, faire confiance. Vous, faire confiance. Et puis le troisième, j'avais un petit peu discuté avec Denis, c'est aussi l'ouverture, parce que voilà, c'est au gré des rencontres, au gré des expériences vécues, donc il faut du temps, de l'espace-temps, mais au-delà de l'espace-temps, moi il me faut de l'espace géographique. Bougez, le monde est à vous, c'est votre génération. Alors Denis, passer de la Vendée intérieure à la Vendée maritime, c'est un exploit, mais Denis, voyage, le monde est à toi. Nos parents étaient d'une génération où on changeait de village, de commune, nous avons changé de département, vous devez changer de pays. Le monde est à vous. Donc soyez sensibles aux rencontres, suscitez la confiance, prenez la confiance qu'on vous fait, demandez, exigez la confiance, et puis soyez ouverts au monde. Voilà. Merci Monsieur Cheval. Alors j'ai 3 questions, et c'est vos témoignages.
Je devrais pas avouer ça, mais je regardais ces 3 mots, rencontre, confiance, ouverture, je me disais, oh, s'il les dit pas, je vais trouver la conclusion. Mais, mais je trouve ça vraiment super. Alors, 3 questions de la salle, ce qui me satisfait sur le fait qu'en fait, il n'y a pas tellement d'angoisse que ça. Hein. Il y a des questions très techniques, donc tout compte fait. Oui, ça vous permet en tout cas de poser les questions et puis de retrouver les partenaires. Hein. Il y a des stands après ce forum que vous pouvez retrouver. La Poste a un stand dans le village juste derrière, les MFR aussi. Voilà, famille rurale, non, on n'a pas de stand, nous aussi, si on a des stands quand même. Hein. Alors j'ai 3 questions. La première question, je vais la poser à Jean-Baptiste, pardon. Est-ce qu'on peut avoir accès à un emploi d'avenir avec un bac pro, Jean-Baptiste? En fait, à la base, les emplois d'avenir, c'est jusqu'au niveau bac. Donc normalement, c'est pour les gens qui sont plutôt sans diplôme ou alors avec un BEP et CAP. Il y a 2 exceptions, et sans doute une qui peut vous concerner. Sur certains territoires ruraux, qu'on appelle les territoires de revitalisation ruraux, c'est jusqu'au niveau bac plus 2 inclus. Donc là, si tu as un bac pro et que si tu habites sur ce territoire, tu as le droit aux emplois d'avenir. Voilà. La deuxième question, je vais la poser à Madame Perroin et à Monsieur Moreau. Quand on entend une proposition de poste de chez vous, ou en général, il faut avoir X mois ou X années d'expérience professionnelle. Comment, dans ce cas, les jeunes peuvent-ils trouver un emploi? Si on n'a pas d'expérience, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous avez quoi comme expérience? J'ai rien, bah, donc débrouillez-vous. Et à chaque fois, c'est le cercle vicieux. Qu'est-ce que vous pouvez évoquer? Est-ce que pour vous, l'expérience minimum, enfin j'ai votre réponse, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, est essentielle quand on est face à vous en recrutement? Alors, expérience professionnelle et diplôme et qualification entretiennent des relations qui sont plus complexes encore que ce qui est soulevé par cette question. Cette question, elle dit finalement, moi je débute dans la vie, je n'ai pas donc d'expérience professionnelle, hein, par définition. Mais bien sûr que il y a énormément, on ne cherche pas des personnes qui ont de l'expérience professionnelle sur tous les métiers, loin de là. On cherche, il y a dans les fonctions, on cherche des juniors, on cherche des seniors, et bien entendu, on cherche aussi des jeunes, et beaucoup qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on cherche, c'est le diplôme, c'est aussi l'engagement, la motivation, hein, du jeune. Et si on cherchait uniquement des personnes qui ont une très très grande expérience professionnelle, mais les masses salariales des entreprises n'y suffiraient pas, hein, parce que on n'est pas payé avec une très grande expérience professionnelle comme on est payé quand on n'en a pas du tout. Donc il y a un équilibre là-dedans qui fait qu'en tant qu'agent économique rationnel, l'entreprise, elle n'a aucun intérêt à en avoir que des gens qui ont de très fortes expériences professionnelles. Elle doit aussi chercher des jeunes engagés. Mais expérience professionnelle, il y a aussi autre chose derrière l'expérience professionnelle. Hein. Pourquoi, par exemple, je parle là pour la Poste cherche aussi des gens qui ont de l'expérience professionnelle, mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle cherche à accueillir tout le monde. Tout le monde n'est pas diplômé. Tout le monde n'a pas de grand diplôme. Mais quelqu'un qui a un diplôme Bac plus 3, par exemple, a une forte expérience professionnelle dans son domaine. Ça peut valoir Bac plus 5. Quelqu'un qui a un bac et une forte expérience professionnelle, ça peut valoir Bac plus 3. Donc, le choix que nous avons fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, au niveau des CAP, BEP, même au niveau des bacs, on accueille des gens sans diplôme sur la base de recrutement par simulation, mais en ce qui concerne les diplômés, eh bien, nous accueillons aussi des jeunes qui sont moins diplômés que ce que la fonction réclame, des jeunes et des moins jeunes, mais parce qu'ils ont une expérience professionnelle qui pour nous vaut diplôme. Et c'est comme ça qu'on permet de développer les personnes et qu'on permet de les insérer, de continuer à les insérer dans l'emploi. Donc, expérience professionnelle, ne pas en avoir, c'est pas un handicap parce que les entreprises ne cherchent pas que des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Mais par ailleurs, si vous en avez, sachez qu'il y a pour certaines entreprises, ça vaut diplôme et ça vous permet d'accéder à des fonctions peut-être d'un niveau supérieur de celles où vous seriez projeté naturellement. Merci infiniment. Madame Perroin, un complément. Alors il nous reste 1 minute, mais on peut déborder d'1 minute 30. Un complément par rapport à ce qu'a dit Monsieur Moreau. Non, c'est ce que j'expliquais par rapport à l'ensemble de nos recrutements en CDI. La moitié sont pour des jeunes. Donc effectivement, la plupart sont sans expérience. Donc c'est pas du tout un frein pour rentrer à RTE.
Après, on a aussi cette chance de pouvoir être formé au sein même de l'entreprise. Après, il y a des formations très très lourdes. Donc c'est ce que je disais, vous pouvez rentrer sur un poste avec un niveau CAP, BEP ou Bac Pro, et puis voilà, évoluer tout au long de votre carrière par le biais de formation, donc monter en compétences. Et donc voilà, passer sur des postes à plus haute responsabilité. Donc non, effectivement, l'expérience n'est pas du tout un frein pour rentrer chez nous. Merci. Denis, un petit mot avant de clôturer cette table ronde. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui sont... Il y a encore des jeunes ici ? D'accord, qui sont partis déjeuner. Ah, il y en a deux, oui, les miens. Un petit mot là pour Romain et Nathalie. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit M. Cheval, qu'en maison familiale aussi, nous par exemple, on est piloté par... Il y a 6 professionnels qui nous emmènent, qui guident notre formation en fait. On ne suit pas vraiment que le BTS. Et ça, je pense que c'est important de répondre aux besoins des entreprises et pas avoir qu'une voie scolaire. Donc ça, je pense que c'est une chose très importante de répondre aux besoins des entreprises. Et si j'avais un conseil à donner, c'est essayer d'aller vers ces formations qui sont guidées par les professionnels. David, pour conclure, est-ce que tu as quelque chose à nous apporter comme message positif, j'imagine ? Message positif, donc moi je suis dans l'optique de créer son propre emploi depuis que je suis né, et mes parents étaient comme ça, mes grands-parents aussi. Cumuler son expérience par ses acquis de compétences, et donc on avait fait notre brainstorming à l'époque que nous avons créé notre entreprise. Nous avions décelé 7 mots qui étaient donc les échanges, les ambitions, les énergies, la création, l'imagination, être citoyen et être polyvalent. Donc pour moi, il faut oser et ne pas se donner de limite, que ce soit en entreprise ou autre. Parfait. Alors pour conclure cette table ronde, je vous demande d'applaudir encore Jean-Baptiste Mougel du CIDES, Grazier Lacassin de la Fédération de la Meuse, M. Cheval, directeur de l'Union nationale des MFR, Denis Guano, jeune qui a témoigné, Alexandra Perroin de la RTE, Joël Moreau de la Poste et David Chouteau, jeune entrepreneur. Évidemment, on reste encore ici si vous avez besoin des contacts mail, professionnels, site internet, donner un CV. C'est le moment, c'est maintenant. On vous souhaite une excellente journée. Merci à vous, chers intervenants.